Bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire. Merci encore pour votre patience. Nous avons eu quelques difficultés au niveau de la technique ce matin, ce midi, mais je suis ravi. Tout est rentré dans l'ordre. Donc, bienvenue à ce nouveau rendez-vous maternité. Je suis Robert Rochelin, chargé de marketing à la Caisse Mutuelle d'Assurance Maladie du Loiret. Je mets ma caméra, ce sera mieux. Nous sommes ensemble pendant 1 heure environ de présentation, puis nous aurons un temps de questions-réponses en direct. Alors, au programme aujourd'hui, vous aurez des spécialistes de la CAF, de l'assurance maladie, ainsi qu'une sage-femme libérale qui vont vous apporter des informations sur la santé, la prise en charge des soins par l'assurance maladie, ainsi que les démarches en ligne à réaliser simplement. Vous êtes nombreuses à être connectées aujourd'hui, c'est pourquoi vos micros et caméras sont coupés. Vous pouvez toutefois, tout au long de ce webinaire, poser toutes vos questions par écrit. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Sabrina Jeanne, qui est responsable France Service et chargée de partenariat à l'assurance maladie du Loiret. Elle se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. En fin de webinaire, je vous proposerai un rapide questionnaire de satisfaction. Sachez que le webinaire est enregistré. Je ferai en sorte de vous transmettre support ainsi que le replay très prochainement. Sans plus tarder, je vous propose de commencer. Donc, j'ai le plaisir, comme je vous le disais, d'accueillir Catherine Desmas, sage-femme libérale à Orléans. Bonjour Catherine. Bonjour Robert, puis bonjour à toutes les mamans et peut-être les messieurs aussi qui se sont connectés aujourd'hui. Très bien, bonjour Catherine. Alors, première question pour vous. Quel professionnel peut me suivre pendant ma grossesse? Alors, le professionnel idéal pour le suivi de grossesse reste la sage-femme, bien évidemment, ça fait partie de nos professions de compétences. Mais si vous avez un médecin généraliste, peut-être qu'il peut vous suivre. Et puis, bien sûr, si vous avez un gynécologue obstétricien, peut-être peut-il vous suivre aussi. Très bien, merci beaucoup Catherine. Nous sommes également avec Alice, Alice, qui est conseillère assurance maladie. Merci Alice, un grand plaisir de t'accueillir également sur ce merci. webinaire. Peux-tu juste nous rappeler brièvement comment déclarer la sage-femme référente à l'assurance maladie et les missions, les rôles de cette sage-femme référente? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, un bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, depuis 2023, mesdames, vous avez la possibilité de déclarer une sage-femme référente. En fait, cela permet le suivi et en fait la coordination aussi de vos soins avec le médecin traitant. Donc, pour ce faire, hein, vous avez jusqu'à en fait la première consultation médicale de grossesse et au plus tard jusqu'à la fin de votre 5e mois pour faire la déclaration de la sage-femme référente. Donc aussi, je précise, la prise en charge est à 100% sur tout ce qui est lié au suivi hein, avec votre sage-femme référente et sans l'avance de frais. Une fois que vous avez du coup l'accord de votre sage-femme, parce que oui, son accord est important, vous faudra remplir le formulaire S3745 qui se nomme Déclaration de choix de sage-femme référente. Il faudra le faire en 2 fois. Une fois, donc, vous faudra le remplir et l'envoyer directement à votre caisse d'assurance maladie. Et le deuxième formulaire, lui, est gardé, du coup, auprès de votre sage-femme. Donc, en effet, votre sage-femme référente a plusieurs missions. Donc, comme je vous disais, la première, le suivi et la coordination de vos soins avec le médecin traitant. Elle a aussi un enjeu important au niveau de la prévention tout le long de votre grossesse. Elle vous informe donc du parcours de grossesse et de votre suivi médical, du coup aussi par la suite du nourrisson. Elle réalise une grande majorité en fait de vos rendez-vous en lien avec votre parcours de grossesse, mais aussi le suivi postnatal, hein, je le précise. Et également, très important, elle fait le lien aussi avec votre maternité. Merci beaucoup Alice. Catherine, Eh, justement, oui, Oui, dites-moi. je voulais juste rajouter une petite précision. Il ne faut pas que les dames, elles se prennent la tête, hein. C'est quelque Ok. chose que l'on fait ensemble, hein. C'est-à-dire que ce formulaire, c'est la sage-femme qui le fournit et c'est quelque chose que l'on remplit ensemble, bien sûr, avec l'accord, comme l'a dit Alice, avec l'accord des deux, hein, maman et sage-femme. Mais c'est quelque chose qui se fait au cours d'une consultation, hein. Donc, qu'elle ne cherche pas le formulaire, c'est nous qui lui fournissons et on remplit tout ça ensemble. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Justement, j'allais vous solliciter sur le nouveau dispositif d'ALIA mis en place à destination des futures mamans de l'agglomération orléanaise, du coup.
Voilà, c'est ça. Vous avez raison de préciser, c'est important, hein, c'est sur l'agglomération orléanaise. Alors, il y a un nouveau service qui a été mis en place au sein donc, du CHU d'Orléans. C'est un service, donc, comme son nom l'indique, enfin, que vous l'avez donné, hein, c'est le service d'Alia. Il a été mis en place à partir d'octobre 2025. Alors, il est conseillé de prendre rendez-vous très rapidement une fois qu'on a la date de la première échographie de grossesse, donc l'échographie du premier trimestre, hein, pas l'échographie de datation, de façon à ce que ce rendez-vous soit fait juste après. Et ce rendez-vous permet déjà au service d'Alia de vous donner quelques renseignements sur ce qui va se passer au cours de la grossesse et puis tous les conseils hygiéno-diététiques, etc., voilà, qui sont importants, même si ceux-là sont déjà donnés par la sage-femme qui vous suit. Mais surtout, surtout, le service d'Alia est là pour faire des prises de sang et nous permettre de repérer quelques marqueurs qui nous vont nous savoir, qui vont nous aider à savoir si vous êtes susceptible de faire des maladies comme la prééclampsie ou l'éclampsie, qui est une maladie assez grave et qui met en danger votre santé et la santé du bébé. Donc c'est vraiment un rendez-vous qu'on vous conseille de faire. Alors là, cette indication s'adresse surtout à des mamans qui sont vraiment au tout début de grossesse. Donc, il ne faut pas hésiter à en rediscuter avec la personne qui vous suit. Pour les mamans dont la grossesse est déjà très avancée, ben, n'hésitez pas à faire passer ce renseignement auprès de vos amis qui vont être enceintes ou qui sont en tout début de grossesse. Merci beaucoup, Catherine. Je reste avec vous et je vous propose justement d'aborder quelques rappels santé et prévention. Que faut-il savoir, du coup, sur les examens conseillés et obligatoires? Alors, il faut savoir que vous avez une consultation d'obstétrique, donc une consultation de suivi de grossesse à faire tous les mois. Donc ça sera organisé avec la personne qui suit votre grossesse. On planifie hein, les rendez-vous, donc c'est beaucoup plus facile. Donc tous les mois, ces rendez-vous, je vous rappelle qu'ils sont obligatoires hein, et qu'avec la sage-femme, comme l'a dit Alice, ils sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale, donc des dispenses d'avance de frais dès la consultation du quatrième mois. Ensuite, vous avez donc 3 échographies. Je rappelle que les échographies ne sont pas obligatoires. Elles sont fortement conseillées. En général, les dames, elles refusent pas de faire les échographies. Mais voilà, il y en a 3 qui sont conseillées, qui ne sont pas obligatoires, grosso modo une par trimestre. À chaque consultation, on vous prescrira des prises de sang, donc des examens, de façon à vérifier que tout va bien. Et en effet, comme le disait Alice, si jamais il y a un souci, nous faisons le lien avec le lieu où vous allez accoucher pour avoir un suivi plus complet. Il y a 7 séances de préparation à la naissance que nous vous conseillons très fortement de faire et que la sécurité sociale prend en charge aussi. Et ça, qu'importe le bébé, si c'est un premier, un deuxième ou un xème bébé, nous, on vous conseille toujours de les refaire. Il y a un entretien prénatal qui se fait aux alentours du quatrième mois, qui lui aussi normalement est obligatoire. Et il y a un bilan de prévention qui se fait, lui, plutôt dans la grossesse. Alors ce bilan de prévention, ce sont souvent les sages-femmes qui vont vous voir à domicile à votre retour après l'accouchement et qui vont utiliser ce bilan pour prendre contact avec vous et vous expliquer comment va se dérouler le suivi post-natal. Donc, c'est souvent utilisé par la sage-femme qui vous suivra à domicile, qui peut très bien ne pas être la sage-femme qui vous a suivi. On va en discuter tout à l'heure dans le Prado, mais toutes les sages-femmes qui font les suivis de grossesse ne font pas du retour à domicile et des suivis à domicile. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui s'organisent au cours de la grossesse entre vous et votre sage-femme. Merci beaucoup, Catherine. Justement, vous avez évoqué pas mal de choses déjà au niveau de la prise en charge. Alice, sur ces examens conseillés, as-tu quelques éléments complémentaires à nous communiquer ce midi? Oui, en effet. Alors, en effet, hein, donc l'entretien prénatal précoce, il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, comme disait Catherine. Également, les 7 séances de préparation à la naissance sont en effet prises en charge à 100% aussi, hein. En revanche, en effet, tout ce qui est échographie, elles sont remboursées sur une base de 70% jusqu'au 5e mois de grossesse inclus. À partir du 6e mois de grossesse, en effet, tout est pris en charge à 100%. Donc, il sera très important à ce moment-là, je le préciserai un peu plus tard encore pendant le webinaire, mais il faudra bien penser à ce moment-là à mettre à jour votre carte vitale du coup en pharmacie, hein. Donc c'est gratuit, il y a juste à y aller, mais c'est très important en fait pour que les professionnels de santé puissent voir justement ce 100% à ce moment-là. Mm. Également, si vous souhaitez avoir plus d'informations en plus du webinaire, sachez que sur votre compte Amélie, vous pouvez activer la rubrique santé pour recevoir en effet mois par mois des conseils personnalisés donc tout le long de votre grossesse. Également, si vous
voulez pas forcément lire, on a aussi un podcast qui est du coup 3-2-1 par an qui est disponible sur la chaîne Assurance Maladie du Loiret. Merci Alice. Je reste avec toi. Ne bouge pas. Je ne L'assurance bouge pas. maladie propose également des dispositifs de soins, de prévention pendant la grossesse. Peux-tu nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, en effet, on a l'examen bucco-dentaire, donc qui est envoyé à partir du 4e mois et au plus tard au 6e mois de grossesse. Donc, vous aurez, mesdames, jusqu'aux 12 jours après l'accouchement pour le faire. Donc, il faudra juste bien imprimer le bon qui sera envoyé donc soit sur le compte Amélie, soit par voie postale si vous n'avez pas de compte Amélie, bien, rassurez-vous. Donc, vous avez ce bon, bien la carte vitale à jour, très important. Et puis, vous prenez rendez-vous chez votre dentiste. Donc, c'est pris en charge à 100%, rassurez-vous. Merci Alice. Catherine, même si ce n'est pas vraiment la saisonnalité, quelques conseils peut-être sur la vaccination bronchiolite? Alors, la vaccination de brocolite, on est le 13, elle va s'arrêter le 20. Donc voilà, on est encore dedans. Voilà, Encore. on est encore dedans. Alors, les bronchiolites, ce sont des maladies qui sont saisonnières, au contraire de la coqueluche. La diapo, vous avez la coqueluche. Donc, la coqueluche, là, on va vous conseiller en effet de vous vacciner tout au long de l'année de façon à protéger votre bébé. L'idée que ce soit la grippe, le Covid ou la coqueluche, les bronchiolites, c'est de vacciner les mamans de façon à ce qu'elles fabriquent des anticorps et que ces anticorps passant par le placenta puissent venir protéger leur bébé. Alors pour la bronchiolite, en tout cas le temps de la saison de la bronchiolite. Donc en effet, là, les préventions vont être clôturées au 20 février parce que heureusement pour les bébés, eh bien, les cas de bronchiolite diminuent énormément. Donc on est en train de sortir de la saison. Mais ça va recommencer en septembre. Donc pour toutes les mamans dont les naissances vont se faire là, de toute façon, on va leur demander de protéger leur bébé. Alors plus tout à fait de la même façon que la vaccination de la maman. Là, on va directement aller protéger bébé. C'est le médecin généraliste ou le pédiatre qui suit votre enfant qui va vous proposer de le faire donc à partir de septembre pour le protéger dans sa première année et donc dans son premier hiver. Donc de toute façon, même si on ne parle plus de la vaccination maman à partir du 20 février, il y aura quand même une protection à faire pour le bébé dès le mois de septembre, une fois qu'il sera né. Mais c'est une vaccination qu'on reproposera à partir de septembre pour les mamans qui seront enceintes et qui vont donc accoucher dans cette période de bronchiolite, on va dire. Mais toujours penser quand même à la coqueluche, j'insiste, qui n'est pas une maladie saisonnière. Et puis bien sûr, Covid et grippe qui, elles aussi, sont quand même des maladies saisonnières. Voilà, donc à y penser aussi. Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour vos apports ô combien importants. Je vous propose maintenant de passer à la prise en charge des soins par assurance maladie et allez, je vais être sollicité. En fait, quelle est la prise en charge de mes dépenses de santé et frais d'accouchement? Oui, alors en effet, donc avant que le 6e mois, donc comme je vous disais, c'est pris sur la base tarifaire classique, donc de 70% sur la base de remboursement d'assurance maladie. Les dépassements d'honoraires, eux, je le précise aussi, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc c'est important en fait de bien voir aussi avec la mutuelle les contrats auxquels vous avez souscrit, si eux, ils prennent en charge une partie des dépassements d'honoraires ou pas. Hum, Si vous n'avez pas de mutuelle, également, sachez que l'assurance maladie propose ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire. Il y a un simulateur qui est proposé également sur le site amélie.fr que vous pouvez faire. Et si vous êtes éligible, je peux que vous inviter à en faire une demande, bien sûr. Également, du coup, pour le suivi de votre grossesse, sachez que vous pouvez consulter des gynécologues, un médecin ou une sage-femme en accès direct. Vous n'avez pas besoin d'une prescription pour y aller dans ces moments-là, hum. rassurez-vous. Également, vous pouvez retrouver d'autres informations sur le guide. Donc, je prépare l'arrivée de mon enfant. C'est disponible sur le compte Amélie. Et également, sachez que vous allez recevoir un carnet de maternité, donc qui sera directement téléchargeable et vous pouvez le trouver sur le site service-public.fr. C'est parfait, merci Alice. On a vu et tu as commencé déjà à y répondre. Du coup, à partir du 6e mois, on Oui, rentre dans le 100% maternité et tout à là, fait. Tout à fait. hum, Et là, en effet, donc, et ce jusqu'aux 12 jours après accouchement, tous les soins sont pris en charge à 100%. Donc, hum, je le redis, bien penser à mettre à jour votre carte vitale, c'est important. On conseille en général aux futures mamans de mettre à jour leur carte vitale, du coup, lors de la déclaration de grossesse, donc une première fois. Puis par la suite, du coup, au 6e mois, pour que, comme je vous disais, pour qu'on puisse bien voir le 100% en lien avec votre 6e mois de grossesse. Et après, du coup, à la naissance de l'enfant, bien sûr. Donc, tout est pris en charge. Et puis,
Donc, bien aller en pharmacie pour la mettre à jour. Les frais d'accouchement, eux, sont aussi pris en charge à 100%. Seul petit point, bien évidemment, tout ce qui est ce qu'on appelle frais de confort. Donc, la chambre individuelle, la télé ou le téléphone dans la chambre ne sont pas pris en charge non plus par l'assurance maladie. Donc, encore une fois, bien penser à voir avec votre mutuelle. C'est parfait, merci Alice. J'ai vu une future maman qui a levé la main. Alors n'hésitez pas, comme nous sommes en format webinaire, je ne pourrai pas vous activer le micro, mais n'hésitez pas à poser votre question depuis l'onglet QR. Sabrina se fera un plaisir de vous répondre. Je vous propose maintenant de passer à cette troisième partie. En fait, devenir parent, cela se prépare. Catherine, je vous sollicite à nouveau. En quoi consistent les séances de préparation à la naissance? Alors, les séances de préparation à la naissance sont au nombre de 7. Comme l'a dit Alice, elles sont prises en charge par la sécurité sociale. Donc ça, c'est un grand confort. On les commence aux alentours du 7e mois. Ce sont des séances qui permettent d'aborder toutes sortes de thèmes qui vont vous aider à préparer votre accouchement et puis l'après aussi. Ce sont des séances qui se font très souvent en groupe avec d'autres mamans. Bon, des groupes qui restent quand même très limités. Et puis, ben, les papas, bien sûr, sont accueillis lors des séances de préparation à la naissance. Donc, s'ils veulent venir avec nous, pas de souci. Ça se fait auprès de la sage-femme qui suit votre grossesse. Et si vous n'avez pas de sage-femme qui suit, puisque vous êtes suivi par un médecin généraliste ou un gynécologue, n'hésitez pas à prendre contact avec elle le plus rapidement possible. Elle utilisera peut-être la consultation de l'entretien du 4e mois pour vous expliquer je dirais, l'organisation des séances de préparation à la naissance de façon à pouvoir commencer tranquillement à partir du milieu du 7e mois. Très bien, merci Catherine. J'ai le plaisir aussi d'avoir avec nous ce midi Cécile, spécialiste de la cave. Bonjour Cécile. Bonjour Robert, bonjour à tous nos participants. Bonjour, je te sollicite sur la prime à la naissance. Alors, qu'est-ce vraiment cette prime à la naissance? Comment elle est calculée et quand est-elle versée? Alors, la prime à la naissance, elle fait partie d'une prestation générale qui s'appelle la PAGE, la prestation accueil du jeune enfant, qui reprend du coup 4 prestations qu'on déroulera au fur et à mesure du webinaire. Donc, notre fameuse prime à la naissance, l'allocation de base, la prépare et le complément de mode de garde. Donc, notre prime, elle est calculée au 7e mois de grossesse, elle est versée au 7e mois de grossesse en fonction des revenus qui ont été perçus sur N-2, c'est-à-dire sur la deuxième dernière année. Donc, pour les primes qui sont calculées et versées en 2026, on va se baser sur les revenus perçus en 2024. Il faudra du coup mettre à jour votre espace CAF.fr en déclarant la grossesse si vous avez déjà un dossier, en vérifiant que vos situations familiales et professionnelles sont à jour. Et puis, si vous n'êtes pas encore allocataire de la CAF, il faudra créer votre espace en indiquant toutes les informations nécessaires. Et puis, nous créerons votre compte. À savoir que la prime à la naissance, elle est versée pour autant d'enfants attendus. Donc, en cas de grossesse gémellaire, il y aura donc deux primes à la naissance de verser. Elle est d'un montant de 1 084,43 €. Très bien. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces informations. Je vous propose d'enchaîner sur la préparation de votre accouchement, notamment par le choix de la maternité. Catherine, on a parlé des séances de préparation à la naissance. Quelles sont les maternités existantes dans le département du Loiret aujourd'hui? Alors, dans le département du Loiret, nous allons avoir 3 maternités, on va dire publiques, hein. Vous avez bien sûr le CHU d'Orléans, vous avez une maternité à Gien, une maternité à Montargis, mais vous avez aussi une clinique, une maternité privée sur le nord d'Orléans qui se situe à Saran. Donc, ces maternités, eh bien, c'est là où vous allez choisir d'accoucher. Donc, c'est quelque chose qui peut être discuté avec la personne qui suit votre grossesse de façon à ce qu'elle vous conseille. Les maternités, si tout se passe bien, la maternité la plus proche est la recommandée. Si bien évidemment il y a un souci au cours de votre grossesse, détecté par votre sage-femme ou votre médecin, eh bien à ce moment-là, comme on le disait tout à l'heure, il va faire le lien. Et là, en effet, on peut être amené à changer de maternité en fonction du niveau de la maternité. Là, comme il est indiqué sur la diapo, on a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je rappelle que ces niveaux ont été déterminés en fonction des compétences à recevoir la pathologie. C'est-à-dire qu'une maternité de niveau 1, c'est essentiellement pour les mamans pour qui tout se passe bien. Il faut savoir que dans le Loiret, nous n'en avons pas.
Les maternités de niveau 2 sont des maternités qui accueillent des pathologies, hein, déjà, avec des enfants qui peuvent être prématurés. Et les maternités de niveau 3, ce sont les maternités, il n'y en a qu'une seule sur le Loiret, c'est bien sûr le CHU d'Orléans, qui accueille de la grosse pathologie. Donc, en effet, ce sont des maternités qui sont extrêmement spécialisées, avec les professionnels et le matériel, bien évidemment, qui va avec. Je précise simplement que tout le monde est conscient des flux tendus au niveau du personnel dans tous ces lieux-là. C'est pas spécial aux sages-femmes, bien évidemment. On en parle suffisamment souvent. Donc, je rappelle que vous devez accoucher à côté de votre lieu de résidence, c'est-à-dire qu'en clair, une maman qui habite Montargis, par exemple, même si elle désire accoucher à Orléans, ne pourra pas le faire. C'est-à-dire qu'à moins qu'il y ait un gros problème de santé, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, mais sinon, vous devez aller dans votre maternité, je dirais, de proximité. Voilà. Très bien, merci Catherine. L'assurance maladie propose aussi d'accompagner la future maman, notamment au travers du dispositif engagement maternité. Alice, peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, en effet, ce dispositif concerne toutes les femmes enceintes qui habitent à plus de 45 minutes d'une maternité. Donc, cela permet en fait la prise en charge d'un hébergement temporaire, qui est proche d'une maternité et surtout à l'approche du terme, hein. Il y a aussi la possibilité d'une prise en charge de transport correspondant. Il y a quand même des conditions à cela. Donc, bien évidemment, la première, habiter à plus de 45 minutes de route d'une maternité adaptée à votre situation médicale, être affilié à l'assurance maladie et que votre médecin vous considère comme éligible en fait à cette situation. À savoir, hein, vous avez une liste des communes qui sont considérées comme étant éloignées. Donc, vous pouvez retrouver cela directement, hein, sur le site du ministère en charge de la santé dédié à l'engagement maternité. Parfait, merci beaucoup Alice. Catherine, il est l'heure de partir pour la maternité. À quoi dois-je penser? Alors, avant de parler de ça, je rappellerai simplement que vous devez faire au moins une consultation de grossesse sur votre lieu d'accouchement. Pour l'hôpital d'Orléans, c'est la consultation du huitième mois. Pour la clinique Aureliance, c'est la consultation du huitième et du neuvième mois. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet au centre hospitalier de vous connaître, d'avoir monté un dossier de qualité et de pouvoir vous recevoir dans de bonnes conditions de sécurité. Donc, il y a toujours une consultation qui doit être faite, au moins une en tout cas, sur votre lieu d'accouchement. Sinon, même si on a le dossier médical, il est toujours bon que vous apportiez votre propre dossier médical avec les résultats imprimés sur papier de vos prises de sang, les résultats d'échographie, le groupe sanguin. Le groupe sanguin, il doit être fait en deux fois. Et donc, on doit avoir deux résultats. Et puis, bien sûr, les papiers qui vous permettront de déclarer votre bébé. Alors, petite précision, il faut savoir que nous avons la chance à Orléans d'avoir un bureau de la mairie, donc le bureau d'état civil, au sein même de la maternité. Ce qui apporte voilà, un vrai soulagement quand il faut déclarer son bébé, puisque je vous rappelle que nous n'avons que 5 jours à partir de la naissance pour déclarer bébé, en sachant que les jours fériés et les week-ends comptent dans les 5 jours. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même assez pratique de pouvoir le faire directement au sein de la maternité avant de sortir. Donc moi, je vous encourage les Orléanaises très fortement à le faire. Et pour le faire, eh bien, il faut apporter votre livret de famille si vous êtes marié. Et si vous n'êtes pas marié, il faut faire une reconnaissance anticipée auprès de votre mairie de domicile. Donc là aussi, je vous encourage à le faire assez rapidement, parce que parfois, il peut y avoir dans certaines mairies un petit peu de délai. Donc, allez, renseignez-vous auprès de votre mairie de domicile et puis faites cette reconnaissance anticipée qui vous permettra de déclarer votre bébé à la mairie d'Orléans quand vous aurez accouché. Merci Catherine. Alice, quelques petits conseils côté assurance maladie? Oui, tout à fait. Alors, en effet, hein, comme a dit Catherine, vous devez vous munir de votre dossier maternité. Après, sachez également que le professionnel de santé pourra également accéder à votre dossier Mon Espace Santé, si vous l'avez activé, bien sûr. Donc, ça reste important, en effet, de l'activer. Si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours appeler aussi le 3422, qui est la plateforme dédiée à Mon Espace Santé, hein. Donc, en fait, Mon Espace Santé, c'est votre dossier médical partagé. Vous pouvez, par exemple, y déposer un bilan sanguin, exemple. Et en effet, du coup, le professionnel de santé pourra y accéder.
Également, petit détail important, ça peut peut-être vous intéresser, mais vous pouvez aussi accéder sur votre espace santé à une messagerie sécurisée qui va vous permettre d'échanger directement avec vos professionnels de santé. Donc, ça va permettre une certaine confidentialité et des échanges directs. C'est parfait, merci. Je vais poursuivre avec toi et aborder le congé maternité. Oui. Donc, toute première question, combien de temps dure le congé maternité? Alors cela dépend en fait du nombre de bébés attendus, donc si c'est en effet une grossesse simple ou multiple, et également du nombre d'enfants qui est déjà à charge. Donc après, rassurez-vous, hein, comme je le disais, mesdames, une fois qu'on reçoit en fait la déclaration de grossesse et que celle-ci est enregistrée sur votre dossier d'assurance maladie, vous allez recevoir directement le calendrier de grossesse. Donc si vous avez un compte Amélie, ça sera envoyé sur le compte Amélie. Sinon, c'est par voie postale. Donc ce calendrier de grossesse, il y aura en effet la date de votre congé maternité qui sera indiqué dessus et vous pourrez d'ailleurs le fournir à votre employeur pour qu'il prenne connaissance des dates auxquelles vous serez du coup absente, hein. Hmm. Rassurez-vous. Au-delà Donc, de ce congé maternité, d'autres possibilités. tout à fait. Donc, il y a également le congé pathologique qui est possible. Donc, ce congé pathologique, c'est votre médecin qui peut vous l'établir et non votre sage-femme. Les sages-femmes, elles établissent des arrêts maladie. Donc, le congé pathologique est pour une période de 14 jours, hein, je le précise. Donc, si vous êtes intéressé, bien voir directement avec votre médecin pour qu'il puisse vous établir ce congé. Il y a également, hein, le report de congé qui est possible, hein, si vous considérez que vous êtes apte à continuer le travail. Vous pouvez voir également avec votre médecin pour qu'il puisse faire un report. Par contre, bien évidemment, hein, c'est sur une limite de 3 semaines et c'est bien sûr, hein, reporté après sur votre poste natal, hein, je précise. Merci Alice. C'est clair, précis, c'est parfait. Je te propose d'enchaîner sur les indemnités journalières. Oui, Alors, un tout à fait. simulateur existe sur le site Amélie pour estimer le montant de ces indemnités journalières, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les règles appliquées par la CEPAM justement Oui, sur ces bien sûr. indemnités? Hmm. Bien évidemment, oui, oui, je peux. Donc, en effet, les indemnités journalières, hein, ça concerne tout le monde, hein, aussi bien si vous êtes salarié qu'en recherche d'emploi ou travailleuse indépendante. Donc, à quelques petits, bien plus de détails. Donc, si vous êtes salarié, il y a quand même des conditions, hein. Il faut être en effet assuré social depuis au moins 6 mois, avoir travaillé au minimum 150 heures au cours des 3 derniers mois et être arrêté depuis minimum 8 semaines. Cela est également concerné pour les mamans en recherche d'emploi. Je précise également pour les éléments qu'il faudra nous fournir, si vous êtes salarié, il faudra bien voir avec votre employeur pour qu'il puisse nous fournir ce qu'on appelle l'attestation de salaire cochée en maternité. C'est cet élément-là qui va nous permettre d'indemniser. Si vous êtes du coup en recherche d'emploi, par contre, c'est quelque peu différent. Là, on va vous demander des bulletins de salaire. Donc, si vous étiez en activité continue avant votre inscription France Travail, on va prendre les 3 derniers bulletins de salaire avant votre inscription. Si par contre vous étiez en activité discontinue, donc CDD ou en intérimaire, là on va prendre les 12 derniers bulletins de salaire. Également, du coup, si vous êtes travailleuse indépendante, il y a 2 types de prestations qui sont données. Donc, il y a l'allocation forfaitaire de repos maternel et l'indemnité journalière d'interruption d'activité. Donc, pour pouvoir bénéficier de cela, il faudra bien nous fournir donc l'imprimé numéro 1 du carnet maternité. Le carnet maternité qui est disponible, hein, directement sur le site amélie.fr. Pour les éléments de salaire, rassurez-vous, mesdames, pour vous, vous n'aurez pas besoin en fait de nous les fournir car on va directement les récupérer auprès de l'URSSAF. C'est parfait, merci. Tu l'as évoqué, Catherine également l'a évoqué. Mon bébé est né. Que dois-je faire maintenant? Alors, lorsque votre bébé est né, vous pourrez effectuer en effet, hein, le rattachement 5 jours après avoir déclaré votre enfant à l'état civil. Donc, soit en effet, si vous êtes à Orléans, donc en vous rapprochant du service concerné, ou sinon, bien évidemment, à la mairie. Il est recommandé, nous, de notre côté, d'effectuer ce qu'on appelle le double rattachement. Donc, c'est ce qui permet que l'enfant soit visible sur les 2 cartes vitales, donc des 2 parents. Ça favorise en fait l'accès aux soins. Donc, c'est-à-dire que si le second parent emmène l'enfant voir le médecin et qu'il amène sa carte vitale, et ben, l'enfant va y figurer et c'est du coup le second parent qui sera remboursé. Et inversement, bien évidemment, hein, si c'est vous qui amenez votre enfant, hein. Donc, cette démarche, elle peut être effectuée directement sur le compte Amélie. Et rassurez-vous, si vous n'avez pas de compte Amélie, il y a le formulaire qui est disponible, hein, directement sur le site amélie.fr. Donc, il y a juste à aller sur la barre de recherche et à mettre double rattachement et le formulaire vous sera proposé. C'est parfait.
Merci beaucoup, Alice. Catherine, je vous propose d'aborder maintenant le retour à la maison. Quelles sont les modalités de retour à domicile? Alors, le retour à la maison, il se prépare. Il se prépare assez tôt, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a une sage-femme qui peut passer à votre domicile. Donc, c'est ce qu'on appelle le programme de retour à domicile, le PRADO. Alors, tout va dépendre de votre temps d'hospitalisation. Alors, on est bien d'accord que là, on parle d'une grossesse qui s'est bien passée, un accouchement qui s'est bien passé, une maman et un bébé en bonne santé. Si tout va bien, vous avez deux possibilités pour sortir. Vous avez la sortie standard qui se fait au bout de 3 jours et vous avez la sortie précoce qui se fait au bout de 48 heures. La sortie précoce nécessite obligatoirement le passage d'une sage-femme à votre domicile. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait l'anticiper et c'est pour ça que je disais aussi que le bilan de prévention était souvent utilisé par la sage-femme qui viendra vous voir à votre retour à domicile pour prendre contact avec vous et organiser ce retour. Si vous avez choisi de sortir en précoce et donc avec une sage-femme, elle passera le lendemain de votre retour aux maison et elle repassera une deuxième fois 48 heures après, sachant qu'elle peut passer autant de fois qu'elle veut dans un délai de 11 jours, le jour de l'accouchement ne comptant pas. C'est le délai maternité. Après, elle peut aussi estimer qu'il y a besoin d'une hospitalisation ou une réhospitalisation, soit pour maman, soit pour bébé. Je vous rassure, c'est extrêmement rare, mais c'est le rôle de la sage-femme de passer et de vérifier que tout va bien. Si vous sortez en standard, c'est-à-dire 3 jours, le jour de l'accouchement ne comptant pas, eh bien, le passage d'une sage-femme à domicile peut se faire, mais il n'est plus obligatoire. Donc, si vous avez envie, encore une fois, d'avoir une sage-femme qui passe chez vous, si vous êtes suivi par un médecin ou un gynécologue, il faut prendre contact avec une sage-femme. Si vous êtes suivi par une sage-femme et qu'elle ne fait pas de retour à domicile, il faut là aussi prendre contact avec une sage-femme. Donc là, à vous arranger avec la personne qui s'occupe de vous pour savoir comment faire. Mais sachez qu'il y a une association des sages-femmes libérales du Loiret dont on vous redonnera les coordonnées à la fin du diaporama. Et sur ce site, nous avons un site. Sur le site de l'association, vous avez donc l'annuaire de toutes les sages-femmes qui, bien évidemment, cotisent, mais elles sont les plus nombreuses, sur la totalité du Loiret. Et donc, en allant sur cet annuaire, vous verrez les spécialités de chacune et vous verrez donc celles qui font du Prado, le programme de retour à domicile, et que donc vous pouvez contacter pour qu'elles passent chez vous. Merci beaucoup, Catherine. J'enchaîne avec vous. Je vous propose d'aborder le suivi médical de bébé. Quels sont les examens de suivi pour mon bébé après la naissance? Alors, une fois que vous sortirez avec votre bébé, comme je disais tout à l'heure, c'est que tout va bien, il n'y a pas de souci, hein, le bébé va bien, vous allez bien. Donc, la première consultation pour ce bébé sera à 2 semaines de vie. Elle peut se faire, cette consultation, soit avec votre médecin généraliste, si vous en avez un, demandez-lui s'il est d'accord pour suivre les bébés. Il y a des médecins qui préfèrent pas. Si votre médecin généraliste ne veut pas, ou si vous n'avez pas de médecin généraliste, bien évidemment, vous vous tournerez vers un pédiatre. Alors, pas d'inquiétude, ne commencez pas à chercher un pédiatre alors que vous êtes à 5, 6, 7 mois de grossesse, puisque comme on ne sait pas à quelle date vous allez accoucher, vous ne pouvez pas prendre un rendez-vous tout de suite. Ne vous inquiétez pas, les pédiatres en ont l'habitude, donc ils gardent des créneaux spécifiques pour ces bébés qui doivent être vus au bout de 2 semaines. Donc voilà, il suffira après de prendre votre bâton de pèlerin et de faire le tour des pédiatres, mais vous trouverez forcément quelqu'un, en tout cas pour cette consultation-là, pas d'inquiétude. Il y a toujours le service de PMI, de protection maternelle et infantile, pour lequel il y a un pédiatre et qui peut en effet vous dépanner si vraiment vous trouvez personne. Ensuite, vous aurez une autre consultation de suivi bébé au premier mois de vie, puis au deuxième mois, puis au troisième mois, où on vérifie que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci. Et puis bien sûr, les vaccinations, qui, je vous rappelle, sont obligatoires maintenant pour le nouveau-né. Mais pas d'inquiétude, tout est marqué sur le carnet de santé du bébé, que carnet de santé qu'on va vous remettre quand vous sortirez de la maternité, rempli par la sage-femme qui vous aura accouché. Et donc, quand vous regardez, tout est bien expliqué, il y a toutes les pages avec marqué donc quand faire les consultations bébé. Donc voilà, pas de panique, tout vous sera expliqué. Et puis, je pense que le professionnel de santé qui a vu votre bébé vous donnera aussi le rendez-vous suivant. Parfait, Catherine, merci. Je vous propose d'enchaîner après bébé maintenant à la future à maman, pardon. Après le retour à la maison, si j'ai besoin d'aide, vers qui je peux me tourner? Alors, le retour à la maison et les consultations qui vont derrière sont essentiellement faites par les sages-femmes. Donc là aussi, si vous n'avez pas un suivi sage-femme, essayez de prendre contact suffisamment tôt avec une collègue.
Vous avez, je dirais, trois consultations qu'on peut faire. La première consultation, c'est l'entretien postnatal qui est obligatoire, qui se fait en gros un mois après votre accouchement et qui peut être doublé si la sage-femme estime qu'on en a besoin. C'est un rendez-vous qui permet de débriefer votre accouchement, de voir comment vous l'avez vécu. Et puis, comment ça se passe avec votre bébé? Comment ça se passe avec votre entourage? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez des difficultés pour lesquelles on pourrait vous aider? Et comme je disais, ça peut être doublé. On peut refaire une autre consultation. Ensuite, vous avez la consultation postnatale, qui est une consultation aussi obligatoire et qui est une consultation plutôt un mois et demi, 2 mois après votre accouchement, qui est plutôt une consultation de gynécologie qui va nous permettre de voir, de repartir à zéro, c'est-à-dire la reprise de la sexualité, la contraception que vous avez envie de mettre en place en fonction d'un allaitement maternel ou pas. Où est-ce que vous en êtes dans les frottis, recherche donc du cancer du col de l'utérus, etc. Et puis l'autre rendez-vous qu'on peut faire après, donc au-delà de 2 mois, c'est le bilan de votre périnée pour savoir si vous avez besoin de rééducation périnéale. Donc rééducation qui peut se faire, je le rappelle, aussi avec un kiné. Il y a une dernière possibilité pour les mamans qui ont fait des cours de préparation à la naissance, et c'est retrouver le groupe après l'accouchement. Il y a 2 rendez-vous possibles qu'on peut mettre en place. Donc ça sera vraiment à organiser le temps des séances de préparation à la naissance. C'est parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Cécile, je te propose de passer à la prestation d'accueil du jeune enfant et notamment l'allocation de base. Qu'est-ce l'allocation de base? Alors, l'allocation de base, c'est une allocation versée par la CAF. Il faudra, première chose, déclarer la naissance de son bébé sur son espace caf.fr. Si des fois cette manipulation n'était pas possible, vous avez toujours la possibilité de nous adresser l'acte de naissance, bien sûr. Et puis, comme nous avons déjà vos revenus sur votre dossier, nous allons pouvoir vérifier si vous avez un droit à cette allocation de base. Donc, pas de demande spécifique. Elle est versée à partir du mois qui suit la naissance de votre bébé jusqu'au mois qui précède les 3 ans de l'enfant. Hmm. Et il existe 3 plafonds. Donc, pour des gens qui ont des très faibles revenus, le taux plein est à 196,60 €. Ensuite, nous avons un taux partiel si les revenus sont médians à 98,30 € et si les ressources sont supérieures au plafond, il n'y a pas du tout de prime. On prend toujours les revenus de N-2, donc pour l'année 2026, on est toujours sur les revenus de l'année 2024 et puis on recalcule tous les ans au 1er janvier pour voir s'il y a un droit sur l'année en cours. Merci Cécile. Quelques informations complémentaires relatives à l'action sociale de la CAF? Oui, exactement. Nous avons un service spécifique de l'action sociale avec un service, dédié, à des prêts, notamment ménagers, mobiliers ou des prêts amélioration du cadre de vie pour, des travaux par rapport à son logement. Nous avons aussi des aides à domicile qui peuvent vous être proposées en fonction du quotient familial. Donc il faut contacter notre service action sociale. Vous trouverez toutes nos coordonnées sur le caf.fr et puis, voilà, différentes aides en fonction de la situation de la famille. Très bien, merci. Je vous propose de passer au congé paternité et d'accueil de l'enfant. Et pour ce faire, Alice, je vais te solliciter. Quelles sont les règles de ce congé paternité? Alors du coup, déjà, dans un premier temps, cela concerne le second parent, donc ça peut être votre conjoint, votre partenaire de PACS, le concubin, et également, peu importe, hein, bien évidemment, hein, son statut professionnel. Juste petit point important pour les salariés, hein, il est important qu'ils doivent du coup informer l'employeur au minimum un mois avant la date de la naissance et également pour les périodes qu'il souhaite prendre de son congé paternité. Je précise, il y a une première période dite obligatoire, donc en effet qui est de minimum 7 jours et qui doit être prise dès la naissance de l'enfant. Cette période, elle englobe en fait les 3 jours de l'employeur et les 4 jours indemnisés par l'assurance maladie. Par la suite, donc après ces 7 jours de prix, il reste donc pour une grossesse cesse simple du coup les 21 jours et puis après sinon si c'est, pour une, grossesse multiple, hein, c'est les 28 jours de maximum, hein. Donc ces jours-là après par la suite, hein, ils peuvent être, fractionnés. Juste par contre, si le second parent souhaite fractionner, cette période-là, je précise que ça doit être de minimum 5 jours, hein, les périodes, hein. Et point important aussi, le second parent doit prendre son congé paternité 6 mois après la naissance de l'enfant. Au-delà des 6 mois, on ne pourra pas indemniser de notre côté. Point aussi essentiel, les samedis, les dimanches et les jours fériés, ils sont compris dans le congé paternité. Également, du coup, pour les salariés, il n'y a pas de refus en fait, possible de l'employeur si les conditions administratives sont remplies.
Donc aussi, pareil, hein, au niveau indemnisation, c'est la même chose que pour vous, mesdames, hein. Donc au niveau des documents à fournir, si c'est un salarié, une attestation de salaire par contre cochée en paternité. Si c'est en effet un demandeur d'emploi, du coup, les bulletins de salaire avant inscription au chômage. Et pareil, hein, pour les travailleurs indépendants, donc juste le carnet maternité à nous envoyer et nous, on se rapproche de l'URSSAF. Merci Alice. L'actualité l'oblige. Je te propose de faire un focus particulier sur le congé supplémentaire de naissance, à savoir à qui est destiné, qui, comment et quand le prendre. Alors, le congé naissance, en effet, donc, il est actuellement accessible à partir du 1er juillet, Hmm. mais en effet, ça concerne les bébés, en fait, nés donc à partir du 1er janvier. Donc en effet, vous pourrez le prendre seulement à partir du 1er juillet. Je précise aussi que c'est pour les enfants aussi qui devaient naître à partir du 1er janvier et qui sont malheureusement nés de manière prématurée. Hmm. Point essentiel aussi, ce congé de naissance, il faudra le prendre après le congé maternité et après le congé paternité. Car oui, hein, le second parent peut également le prendre, hein, ce congé naissance. Donc, il est d'une durée de 1 mois et de 2 mois, excusez-moi. Hmm. Ce n'est pas Donc, il grave. y a la possibilité de le fractionner. Hmm. Donc, en effet, donc le premier mois, je précise aussi au niveau des indemnités. Donc, le premier mois, il est indemnisable à hauteur de 70% de votre salaire. Et à partir du deuxième mois, ça diminue. C'est environ 60% de votre salaire. Donc, actuellement, on n'a pas encore toutes les modalités donc, au niveau des pièces à fournir pour pouvoir bénéficier de ce congé de naissance. Dans tous les cas, hein, pensez bien à suivre. On mettra en place à partir du 1er juillet, de toute manière, un service en ligne, justement pour vous tenir informé des éléments qu'il faudra nous fournir. Oui, un complément s'agissant d'un nouveau dispositif, vous pourrez bien entendu, au fur et à mesure de la mise en application de ce dispositif, retrouver l'ensemble des informations sur le site amélie.fr, bien sûr. Tout à Je, fait. je vous propose, oui, tu avais peut-être quelques éléments à Oui, rajouter. j'allais juste préciser qu'en effet, hein, bien évidemment, le congé de naissance, il n'est pas cumulable avec les prestations données par la CAF. Donc, quand je parle de prestations, c'est bien évidemment la prestation de mode de garde ou le congé parental. Donc, bien évidemment, après avoir pris le congé naissance, là, vous pourrez en effet faire vos démarches pour le congé parental et le mode de garde. Il n'y a pas de souci. Très bien. Parfait. Merci pour ce complément d'information. Je vous propose de maintenant balayer hein, la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Cécile, est-ce que je peux bénéficier d'aide pour m'occuper de mon bébé? Oui, donc il nous existe chez nous la prestation partagée pour l'éducation de l'enfant, dit la prépare, pour les parents qui souhaitent prendre un temps d'accueil suite à l'arrivée de votre bébé, en réduisant ou en cessant l'activité. Hmm. Donc pour cela, il faut répondre à des conditions d'activité antérieures, donc au moins 8 trimestres sur différentes années en fonction du nombre d'enfants à charge. Il existe plusieurs durées. Hmm. Donc en fait, pour une cessation totale d'activité, la CAF versera 456,05 €. Pour une réduction d'activité, un temps partiel inférieur à 50 ça sera 294,81 € et entre 50 et 80 la CAF versera 170,07 €. Les durées sont également différentes en fonction, du rang de l'enfant. Pour un premier enfant, c'est 6 mois maximum dans la limite des 1 an de l'enfant ou pour les familles monoparentales jusqu'au premier anniversaire et pour les deuxièmes enfants et plus, c'est 24 mois par parent dans la limite du troisième anniversaire ou 3 ans si c'est une famille monoparentale, en sachant que l'on déduit le nombre de mois qu'il y a entre la naissance et la fin du congé maternité. Les demandes sont disponibles sur le CAF.fr Hmm. et pour savoir si on est éligible, notamment par rapport aux conditions d'activité antérieures, il ne faut pas hésiter à contacter nos services pour qu'on puisse vérifier ensemble vu qu'on a accès à toutes ces informations. C'est parfait, c'est complet. Pour faire garder mon enfant, ai-je droit à une aide à la CAF? Oui, donc il existe le complément de mode de garde. Si vous souhaitez faire garder votre enfant par, soit une assistante maternelle agréée, Hmm. soit une garde à domicile, soit une structure ou une microcrèche. Nous avons eu une, réforme, au 1er septembre 2025 qui allonge la durée. Jusque-là, c'était jusqu'à 6 ans et pour les familles monoparentales, l'aide peut aller jusqu'aux 12 ans Hmm. désormais. Le mode de calcul a également été changé puisque maintenant nous basons sur un calcul de reste à charge.
Le simulateur pour les frais de garde est disponible sur le site de l'URSSAF Page Emploi, donc pour tout ce qui est assistante maternelle. Et pour tout ce qui est micro-crèche ou structure, il faut contacter nos services puisqu'il existe différents barèmes en fonction des revenus. Donc voilà, sachez que la CAF prend 100% des cotisations sociales à sa charge en cas d'assistante maternelle Mhm. et pour une garde à domicile, 50%. Donc il y aura une facture à régler auprès de l'URSSAF. Et pour tout ce qui est micro-crèche, il y a des attestations que les micro-crèches fournissent à la CAF chaque mois pour qu'on puisse calculer le montant. Si les parents souhaitent faire un cumul de modes de garde, le calcul étant assez compliqué, on invite les parents à contacter nos services pour qu'on puisse ensemble faire les simulations, voir exactement le montant qui reste à la charge des parents. Et pour les assistantes maternelles, juste vous repréciser que le page emploi, vous allez devoir faire une attestation, un volet social chaque fin de mois sur le site du page emploi qui va du coup calculer le montant de votre aide et le reste à charge et établira le bulletin de salaire directement et qu'il mettra à disposition de l'assistante maternelle. Tout ça pour faciliter les démarches administratives des parents employeurs. C'est parfait. Tu nous en as parlé précédemment, notamment les différents, comment dirais-je, sources pour effectuer les demandes. Euh, Oui, donc effectivement, la demande de CMG, comme toutes nos autres demandes, elle est disponible sur le CAF.fr. Elle est à faire dès le mois d'embauche. Et puis, le site monenfant.fr qui reprend la liste des modes de garde disponibles, que ça soit crèche ou assistante maternelle, avec les simulateurs qui sont liés en fonction du mode de garde. Ne pas hésiter non plus à solliciter le relais petite enfance de mm, votre commune, qui est du coup le partenaire essentiel pour tout ce qui est droits et devoirs des assistantes maternelles et des parents employeurs. effectivement. Voilà, donc nous sommes également partenaires par rapport à l'arrivée de votre enfant avec différentes associations, notamment les centres sociaux ou la Maison des 1000 premiers jours, la Mm, PMI, le relais petite enfance toujours. Et en fonction de vos situations, voilà, tu as mis les différents partenaires avec lesquels la CAF travaille en fonction des situations que pourraient rencontrer les parents dans leur vie de parents. c'est Donc parfait. voilà, Très bien. Merci beaucoup, Cécile. je t'en Alors, prie. quelques informations et ressources complémentaires. Je vais d'abord commencer par le lactarium en vous donnant la parole, Catherine. Oui, c'est très bien de parler du lactarium. Je rappelle que le lactarium, c'est en fait une banque de lait, c'est-à-dire qu'en clair, c'est un service qui ne fonctionne que par le don de lait des dames qui allaitent. Et c'est bien d'en parler. Pourquoi? Parce que nous avons toujours besoin de lait maternel. Sachez que ce lait est redistribué aux enfants aux bébés qui sont hospitalisés, bébés prématurés ou bébés malades, dont les mamans n'auraient pas assez ou ne pourraient pas allaiter. Donc c'est vraiment très important que ces petits loulous-là aient du lait maternel pour pouvoir grandir et se construire dans de bonnes conditions. Donc, en effet, le lactarium appelle toujours au don. Si vous désirez donner votre lait parce que vous allaitez, je vous encourage à prendre contact à l'hôpital directement. Comme ça, au moins, il y a quelqu'un du lactarium qui passera vous voir. Il y aura juste une prise de sang à faire pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de maladie qui pourrait contaminer votre lait. Et ensuite, elle vous expliquera les modalités de don, en sachant que tout est gratuit. On vous prêtera le matériel, on vous prêtera le tire-lait, etc. Et l'avantage, c'est que vous bénéficiez à chaque fois de conseils sur votre allaitement maternel si vous rencontrez des difficultés. Donc, n'hésitez pas à donner votre lait. Dernière chose, bien évidemment, le don est gratuit. Merci beaucoup, Catherine. Alors, quelques informations complémentaires, on les a balayées tout au long du webinaire. Sachez qu'au niveau assurance maladie, vous disposez de ressources diverses et variées pour reprendre connaissance de vos droits et démarches, notamment au travers du site amélie.fr, avec les onglets droits et démarches, santé, le simulateur d'indemnité journalière, et puis votre compte Amélie. Alice en a parlé, l'activation de mon espace prévention personnalisé, la déclaration de bébé, le téléchargement de vos attestations, etc. Tous ces éléments-là sont accessibles en ligne sur le site Amélie. Également, vous trouverez pas mal de ressources sur le site www.1000premiersjours.fr qui vous accompagne de la grossesse jusqu'aux 2 ans de votre enfant. L'idée, c'est de vous apporter pas mal de conseils sur comment limiter l'exposition de vous-même et des enfants aux perturbateurs endocriniens. Il y a pas mal de professionnels et également qui vous accompagnent. Donc des professionnels de santé, mais aussi des professionnels de la petite enfance, pardon, qui joue un rôle extrêmement important tout au long de la grossesse.
Vous pouvez aussi accéder à pas mal de ressources sur des thématiques telles que la vaccination, le tabac ou encore la prise de médicaments pendant la grossesse sur les sites dédiés. Vous retrouvez l'ensemble des URL sur les slides. Je vous rappelle que le support vous sera transmis courant de la semaine prochaine afin que vous puissiez voilà, consulter toutes ces sources. Cécile en a parlé, un petit rappel des modalités de contact de la CAF. Tout d'abord, par mail sur caf.fr, par courrier. Vous pouvez également prendre rendez-vous dans leur point d'accueil ou en visio guichet à consulter sur caf.fr. Pour le dépôt de documents, vous pouvez utiliser le dépôt doc accessible depuis l'onglet Mes démarches et prendre rendez-vous, bien sûr, rendez-vous téléphonique sur caf.fr. Idem côté CEPAM. Nous mettons à votre disposition le chatbot qui vous permet d'accéder à l'ensemble des informations réglementaires. Votre espace d'échange, on en a parlé, qui vous permet de faire pas mal de choses, notamment la prise de rendez-vous téléphonique avec un conseiller, la prise de rendez-vous et ou physique. Les maisons France Service sont aussi à votre disposition et vous permettent d'avoir des rendez-vous en visio, le 3646, au travers de la plateforme téléphonique. Encore une information importante, la Caisse primaire d'assurance maladie vous propose vendredi 6 mars à 12 heures un webinaire spécifique dédié aux perturbateurs endocriniens. Donc, le webinaire sera animé par mes collègues du service prévention. Ce sera l'occasion de repérer les polluants dans son intérieur, tels que les produits ménagers, les produits d'hygiène, les produits de beauté, l'alimentation, etc. Vous pourrez également découvrir pas mal de conseils pratiques et surtout échanger avec d'autres mamans tout au long de ce webinaire. Le QR code qui s'affiche à l'écran vous permettra de vous inscrire en toute simplicité. Je vous transmettrai aussi, comme je le disais précédemment, le support avec le QR code dessus, vous permettant de pouvoir vous inscrire. Nous vous attendons bien sûr nombreuses pour le 6 mars. Une dernière information, ô combien importante aussi, sachez que les communautés professionnelles territoriales de santé accompagnent les futurs parents, mais également les parents de jeunes enfants sur des thématiques diverses et variées telles que l'allaitement, le mouchage, la motricité, la diversification alimentaire. Et donc, suivant la communauté dans laquelle vous résidez, vous pourrez accéder à l'ensemble des actions proposées, soit depuis leur site Internet, soit depuis leur page Facebook. Les communautés mobilisent également des médecins généralistes et des pédiatres volontaires pour assurer une sorte de continuité des soins, notamment lorsque votre enfant est malade, vous n'avez pas de médecin ou que celui-ci n'est pas disponible. Vous pouvez utiliser le service d'accès aux soins du Loiret, le SAS, ouvert de 8 heures à 20 heures, et vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche sur la slide. Je vous transmettrai bien entendu également les informations avec le support qui vous sera diffusé. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Avant de passer au temps de questions-réponses, je vais d'abord arrêter l'enregistrement.